20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Exploitation du fer de la Falémé. 10 candidats à la candidature alertent le chef de l'État et lui recommandent de ne pas signer avec l'entreprise turque Tosyali. Parmi les pétitionnaires, l'architecte Pierre Goudiaby Atepa que vous entendrez dans ce journal, mais aussi les éclairages de Mamadou Lamine Diallo, président de Teki, par ailleurs un des signataires de la pétition qui est l'invité de ce 20h. À une semaine du Magal, gratuité sur une partie de l'autoroute Ila Touba, une mesure qui agrée les usagers de la route à la gare des Beaux-Maraîchers. Le slogan « Zéro accident » a été lancé pour plus de vigilance sur nos routes. Près de 140 000 Sénégalais souffrent du bégaiement, des citoyens qui ont profité de la journée mondiale dédiée à leur maladie, célébrée ce 21 octobre, pour nous intéresser à ce trouble du langage, une pathologie qui fait l'objet de stigmatisation. Et puis les espaces numériques ouverts, une réalité désormais à Kolda. L'inauguration de l'ENO de Kolda a fait réagir les populations sur place. Elles demandent un meilleur accès à Internet. À Dakar également, les étudiants utilisent ces méthodes d'enseignement à distance. Des avantages certes, des inconvénients aussi, selon ces apprenants qui nous en parlent ce soir. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Ils sont pas moins de 10 candidats à la candidature de la prochaine élection présidentielle. Ils viennent d'initier une pétition pour demander au chef de l'État de renoncer à la signature pour l'exploitation des mines de fer de la Falémé avec l'entreprise turque Tosyali. Nos reporters ont rencontré un des pétitionnaires. Il s'agit de l'architecte Pierre Goudiaby Atepa que je vous propose d'écouter dans ce reportage. Il est signé à Aïssatou Paye. C'est à travers une lettre ouverte au président de la République que certains candidats à la présidentielle disent non au bradage du fer de la Falémé comme ils le soutiennent. Ce candidat alerte. Nous pensons qu'il est temps qu'on arrête la dilapidation de nos ressources naturelles. Et c'est important qu'à 5 mois d'une élection présidentielle, on ne peut pas accepter qu'un président sortant puisse engager notre pays pendant 35 ans. It doesn't make sense, comme diraient les Anglais. Donc là également, nous lui disons non, vous n'en avez pas le droit. Refus catégorique. Pourquoi? Des avantages à en tirer, il y en a certainement. Le Sénégal a une chance extraordinaire. Nous pouvons devenir un hub industriel que tout le monde appelait de ses voeux et consolider ce qu'on appelle les intérêts sous-régionaux. Ça nous permettrait quoi? De transformer non seulement nos minerais de fer, mais également d'avoir des accords avec nos voisins pour transformer la bauxite en alumine. Parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire, on n'avait pas de gaz. Donc c'est ça c'est de la vision. Pierre Goudiaby ne recule pas, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ce ne sont pas des menaces. Nous disons simplement que oui, nous ne nous laisserons plus faire. Parce que d'Afadoy, tout ce qui ne sera pas fait selon les lois du pays, nous allons les remettre en cause. Il faut que ce soit clair pour tout le monde, y compris pour le pétrole. Pour le moment, 11 candidats interpellent Macky Sall et disent non à la signature de la convention entre l'État du Sénégal et l'entreprise turque. Et voilà tout de suite sur le plateau donc les éclairages de Mamadou Lamine Diallo, président de Teki, par ailleurs signataire de cette pétition. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors, nous venons d'entendre l'architecte Pierre Goudiaby Atepa donc sur la question. Avec lui et d'autres candidats, vous venez d'initier donc une pétition pour dire non à la signature d'une convention pour l'exploitation du fer de la Falémé avec l'entreprise turque Tosyali. Mais déjà, première question, qu'est-ce qui vous permet, monsieur Diallo, de dire ce soir, d'affirmer même, je dirais, devant les 14 millions de Sénégalais qui nous regardent, que le président de la République est bel et bien en train d'engager notre pays pour les 35 années à venir en signant avec l'entreprise turque pour l'exploitation du fer? Merci beaucoup. Je dois d'abord dire que nous sommes 12, puisque Khalifa Ababakar Sall, député à l'Assemblée nationale, il est plus maire de Dakar, a accepté de signer cette pétition. Il faut dire que c'est une concession minière que
le président de la République envisage de signer avec ces sociétés turques. Eh bien, il n'en a pas le droit, parce qu'il s'en va dans 5 mois, il ne peut pas nous engager pour 35 ans, ce n'est pas possible. Ensuite, lui-même a écrit ça dans la Constitution. Les ressources appartiennent au peuple. Avant, on disait que les ressources minières appartenaient à l'État, représenté par le président de la République. Maintenant, ça appartient au peuple, il faut consulter le peuple, les représentants du peuple, les députés que nous sommes, les forces vives, etc. Troisièmement, quand même, on a échoué avec Koumba-Rissos dans cette affaire-là. On a échoué avec Mittal. L'intelligence demande à ce qu'on, quand même, s'arrête et qu'on réfléchisse. On a du gaz maintenant. Est-ce qu'on ne doit pas avoir un projet industriel sérieux autour du minerai de fer? Avant cette affaire-là, moi, quand je faisais l'école des mines de Paris, on avait déjà découvert. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai choisi mine infrastructure, c'est parce que ce projet avait été déjà évalué au Sénégal. Donc c'est vieux. On n'a pas réussi à l'exploiter jusqu'ici parce que c'est compliqué. Il y a de la géopolitique, il y a de la géostratégie, etc. Donc voilà où nous en sommes. Donc Macky Sall n'a pas le droit de le faire, il s'en va dans quelques mois de grâce. Qui ne signe pas avec les... Je reviens sur ma question. Sur le communiqué, vous dites « nous venons d'apprendre ». Qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui ce soir qu'il a l'intention de signer cette pétition au moment où nous avons des informations qui nous disent justement que du côté du gouvernement, en tout cas, on serait plus vers, on s'acheminerait plus vers l'installation d'un comité national de pilotage pour gérer justement l'exploitation des mines de fer? Vous me l'apprenez, si tel est le cas, c'est déjà pas mal. Je sais que les Turcs seront à l'honneur au Salon des mines à partir du 6 novembre. En tout état de cause, on ne peut pas aujourd'hui, dans cette affaire-là, engager l'État du Sénégal. On va encore avoir des conflits juridiques, on va geler le projet, parce que moi je ne l'accepterai pas comme ça, c'est évident, et les autres également. Et donc, je pense que si le gouvernement, comme vous le dites, recule, sursoit à cette signature et met en place un comité de pilotage ou un comité de concertation, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est cette façon-là qu'il faut pousser au Sénégal pour gérer les ressources naturelles. Dans la liste des pétitionnaires, vous avez dit 12 candidats à la candidature. Ce combat est-il aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que ce combat, il est aujourd'hui conjoncturel, donc concerne juste l'exploitation de ces minerais de fer, ou va-t-on plutôt vers une alliance qui va constituer un véritable pôle politique alternatif en vue de la prochaine élection présidentielle? Dieu seul sait, ou à la seule sait, dirais-je. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes 12, comme je vous ai dit, puis on n'est pas 10. Hein. Il y a Khalifa Sall et El Sall du PUR qui ont également signé. C'est ouvert à tout le monde. Le Front de résistance nationale est en train d'étudier le dossier, il signera. C'est une affaire qui concerne le peuple sénégalais dans toutes ses composantes. Et il faut, comme dans la question du pétrole, du gaz, on ne peut pas laisser le président de la République décider tout seul. C'est terminé. Dernière question, M. Diallo. Le chef de l'État rentre fraîchement d'une tournée qu'il a entreprise, une tournée économique qu'il a entreprise dans le sud du pays. Ces détracteurs parlent d'une campagne déguisée. Votre avis sur la question? Oui, c'est une tournée politicienne. Hein. Moi, je suis de la Casamance, comme vous savez. Donc, je sais un peu c'est pourquoi il est allé là-bas. Enfin, politicienne, c'est inscrit dans l'agenda républicain. Il n'a pas été le premier à le faire. Senghor l'a fait, Diouf également. Wade n'a pas dérogé. Je veux dire, pourquoi lui reprocher, lui spécialement, Macky Sall, d'avoir entrepris cette tournée? Qui a dit ça. Senghor faisait ça différemment. Mais en tout état de cause, il annonce la deuxième phase du PUDC. Très bien. Mais au moins qu'il paye les entreprises de la première phase, il leur doit 26 milliards. Ces gens sont en train de fermer. Il y a des Sénégalais aujourd'hui qui ne dorment pas. Les banques les poursuivent. Eh bien, il y a des Sénégalais qui risquent d'aller au chômage, etc. Donc, il n'a qu'à d'abord les payer. Ensuite, on va voir la deuxième phase. Tu sais, cette affaire du PUDC, moi, j'y crois pas beaucoup. Parce que Macky Sall, il fait les infrastructures de manière anarchique. Or, les infrastructures n'ont de sens que si ça permet de développer la production. C'est comme ça qu'il faut les voir. Sinon, ça n'a aucun intérêt, vous endetter le pays pour rien du tout. Merci beaucoup, en tout cas, M. Diallo, d'avoir été notre invité ce soir sur cette question où nous recevrons, bien entendu, d'autres invités et cette fois-ci, du côté du gouvernement. Nous parlons du Magal de Touba, une semaine donc du grand événement religieux. C'est la grande satisfaction des usagers avec l'ouverture de l'autoroute Ila Touba qui sera aussi gratuite. Des usagers demandent aux chauffeurs de rouler doucement
L'opération Zéro Accident a été lancée à la gare des Beaux Maraîchers, un élément sur lequel nous reviendrons certainement d'ici la fin de cette édition. Et puis nous restons toujours avec la commémoration de cet événement multidimensionnel, le Magal de Touba, dans la capitale du Fouladou. Cela se prépare activement. Les talibés saisissent l'occasion pour inviter les pèlerins à se conformer aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Ils profitent également de cette période de ferveur pour alerter les conducteurs quant aux dangers sur la route. Abdoulaye Diallo. Jërëjëf Serigne Touba. C'est avec ce slogan que des fidèles musulmans, membres de la communauté mouride de Kolda, ont marché à travers une caravane pour sensibiliser les communautés sur la célébration du départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Le Magal de Touba, un événement religieux qui se prépare en grande pompe dans la capitale du Fouladou. Comme ni ngeen ko xamee rek ñu nekk ci weer woo xam ne dafa doon weer wu tedd di weer wu màgg. Comme vous le savez, nous sommes dans un mois lunaire qui revêt une importance capitale pour nous. Selon les enseignements de notre guide suprême, à savoir Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, qui disait « Tous les avantages que j'ai pu bénéficier, je les ai eus à travers mes œuvres en faveur de l'islam. Après chaque œuvre, le bon Dieu me récompensait, mais cette récompense était beaucoup plus importante pendant ce mois lunaire, Safar. C'est pourquoi, vous autres, disait-il, j'attire votre attention sur ce mois. » À la suite des mourides de Touba Diaobé, ceux de Kolda invitent l'ensemble des conducteurs de voitures sur les routes de Touba à respecter le code de la route avant, pendant et après le Magal. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les enseignements de Serigne Touba reposent sur des valeurs morales. Je pense que quelqu'un qui a fait l'école de Serigne Touba ne peut pas se permettre certaines choses. Mais ce que nous constatons pendant la période du Magal, surtout auprès des chauffeurs, ils font une course à la montre pour essayer de multiplier leurs gains, ce qui, par la suite, crée des situations regrettables. Mais s'ils s'étaient conformés aux recommandations de notre guide, cela pourrait ne pas avoir lieu. Nombreux parmi les commerçants véreux profitent de ce type d'événement pour écouler leur stock de produits avariés. Les talibés mourides de Kolda attirent leur attention sur ces faits. C'est un aspect très important car c'est un péché de faire consommer des produits avariés. Non seulement c'est un acte puni par la loi, mais aussi l'auteur de cette faute devrait penser au jugement dernier. Nous invitons tous les vendeurs de denrées au Magal de ne vendre que ce qu'une personne peut consommer sans danger. Le 28 octobre prochain sera célébré à Touba, capitale du mouridisme, le Magal 2018, cet événement religieux de dimension internationale. Et puis le mois du Magal de Touba, plus connu sous le nom de Safar, une période prisée des talibés mourides pour réitérer leur allégeance au cheikh, mais aussi accomplir des actes de bienfaisance. Et vous l'avez certainement remarqué, dans de nombreux quartiers de la capitale, des tentes sont déjà dressées pour abriter des séances de lecture de Coran ou alors de Khasaïd. Pour tous ceux qui veulent avoir des éclairages sur la célébration du Safar, je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Cheikh Hassan Afal. Le samedi 21 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba était exilé du Sénégal, direction le Gabon. À son retour, Serigne Touba appelait à la célébration de ce jour qui coïncide avec le 18e jour du mois de Safar dans le calendrier hégirien. Les talibés mourides, eux, ne se contentent plus seulement de célébrer le jour du Magal, mais tout le mois du Safar, et pour cause. Vous avez vu que Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, Khalif général des Mourides, à son temps, avait dit que le Magal ne doit pas être le jour du 18 Safar. On doit d'abord préparer avant, pendant et après. Le Safar qu'on organise, c'est-à-dire les événements qu'on organise appelés Safar avant le Magal, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, des préparatifs du Grand Magal de Touba. Mais ensuite, on se rappelle même de Serigne Abdoul Ahad Mbacké qui avait aussi demandé à ce qu'on accueille même le Magal et l'accompagner. Syndical de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Hadim Faye et Serigne Saliou Ndiaye le perpétuent depuis plusieurs années avec le même procédé. Pour celui qui célèbre le Safar, il doit organiser une lecture du Saint-Coran et ensuite une lecture des Khasaïd avec les animations, n'est-ce pas? Et en même temps aussi faire des bernets. Parce que Serigne Touba, il avait dit de rendre grâce à Dieu en faisant ces trois choses-là.
Ce qu'il y a de plus important dans le safar, c'est le chant qu'il faut faire et également glorifier Allah. Ensuite arrive le don de soi pour servir son prochain. Safar, un mois plein de mystères et de bienfaits. Dans l'histoire, beaucoup de compagnons du prophète sont devenus musulmans durant ce mois. Le mois de Safar est un mois aussi qui est rempli de bienfaits et nombreux sont les pays à travers le monde qui le célèbrent et beaucoup le font sans connaître même Serigne Touba, mais juste pour rendre grâce à Dieu. Si beaucoup ne voient en cette période que le Bernde, la célébration du Safar est aussi un moment de recueillement. Apprendre le Coran, réciter les Khassaïd, parler des enseignements et de la vie de Serigne Touba, c'est primordial pour vivre le mois de Safar. Les bernes sont très importants, mais aussi il faut qu'on intègre aussi ces deux aspects qui sont la lecture du Saint-Coran et la lecture des Khassaïd, parce que le Coran, il avait dit que le Coran, c'est son médecin. Donc il avait dit que de par le Coran, il a accédé à des stations très très élevées. 1895-2018, il y a de cela 124 ans que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké appelait à la célébration de son exil. La fête du 18 Safar que Serigne Fallou Mbacké ramena à Touba, capitale du mouridisme, avant que Serigne Abdoulaye Mbacké puis Serigne Saliou Mbacké n'insistent sur l'importance de célébrer le mois de Safar, mois de bénédiction. Allez, parlons santé à présent. Stopper la dengue, mais aussi et surtout arrêter la psychose constatée au niveau de la population. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles les services du ministère de la Santé ont initié aujourd'hui une conférence de presse. Cheikh Hassan Fall y a assisté, compte rendu. Dédramatiser la psychose née de la dengue, voilà le message des services du ministère de la Santé. La dengue, une maladie bien encadrée. Cette maladie, si elle a été détectée à Fatick, ce sont des mesures de prévention qui l'ont détectée. C'est parce qu'on a élevé la lutte d'un cran qu'on a pu détecter. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de mesures de prévention, il y a bien des mesures de prévention. Ce n'est pas une chose nouvelle pour le Sénégal. Et c'est bien connu, et c'est parce qu'aussi on a un système de surveillance performant qu'on a détecté tôt. Au Sénégal, on a très bien géré les épidémies de dengue. Et cette épidémie ne sera pas encore une exception. La preuve, on a eu à mener des actions au niveau de Fatick et les résultats ont été probants. Même s'il n'existe pas encore de vaccin contre cette maladie, le Sénégal a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour la freiner. C'est la mesure de pulvérisation. Parce que la pulvérisation, à quoi cela dure? Parce que bon, dans ces petits récipients, c'est les larves de moustiques qui sont là-bas. Les moustiques adultes ne sont pas dedans. Donc, ces mesures de destruction de ces gîtes, c'est pour, en tout cas, réduire le risque d'émergence de moustiques adultes. Maintenant, la lutte spatiale, bon là, ça vise à réduire d'une manière très drastique les moustiques qui sont déjà adultes et qui volent. Et les populations seraient d'un grand apport dans cette lutte. Je sais qu'à Fatick aussi, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est qu'il y a eu vraiment une mobilisation de la population au niveau de la colline pendant tout un week-end. Ils ont fait une très grande opération de set-setal dans la ville. Donc tout ça aussi, ça a contribué à réduire d'une manière très significative, en tout cas les gîtes potentiels. Avec les 54 cas décelés et pris en charge à Touba, les services du ministère de la Santé veulent rassurer les citoyens pour un Magal de Touba des plus paisibles. Et au moment où on essaie de restreindre donc la dengue, l'épidémie de grippe, elle continue de faire des ravages au district sanitaire. Le Philippe Maguilène Senghor, beaucoup de cas ont été détectés après une journée de consultation organisée par l'amicale des agents de santé communautaire du district ouest. Les médecins sur place recommandent aux populations de venir très tôt se faire consulter. Nous écoutons Oumar Djemé Bodjan, docteur au micro de Al-Hassan Ba. Là, on a reçu beaucoup de cas, mais quasiment c'est des syndromes grippales. La grippe est en train de faire ravage quasiment. À part ça, c'est les syndromes infectieux dus au palu
Donc c'est ce qu'on a reçu quasiment, c'est des syndromes infectieux, surtout en consultation générale. Nous invitons surtout la population à avoir un recours très précoce aux structures de santé les plus proches, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de cas de palud signalés dans la zone. Donc on a reçu beaucoup de médicaments, certes du centre de santé Philippe Maguilène Senghor et du district, mais ce n'est pas assez suffisant sincèrement par rapport à ce qu'on a eu à voir. Puis, je vous l'annonçais en titre, 140 000 personnes au Sénégal souffrent du bégaiement, cette pathologie du trouble du langage, et elles sont sans prise en charge médicale, mais aussi et surtout, elles sont stigmatisées. Ces handicapés vocaux veulent plus de considération. Aujourd'hui, pour rappel, la journée mondiale du bégaiement a été célébrée ce 21 octobre. Khadia Talla. Nous avons vécu avec beaucoup de condamnement et de fierté. Difficilement, il arrive à articuler. Mohamedou Bachir Dien, atteint du trouble du langage, déplore la stigmatisation dont les personnes bègues sont souvent victimes, et particulièrement dans le monde du travail. Avec beaucoup de difficultés. Pour de vrai, la quasi-totalité des handicapés sont souvent laissés en place. Ils sont souvent marginalisés. Je pense que les handicapés ne doivent pas prendre cette postes responsables, ou ne doivent pas diriger cette structure. L'État puisse promouvoir, développer et soutenir les projets matériels, intellectuels et scientifiques ayant pour objet l'aide aux personnes, bec, et aussi essayer d'en prendre une dynamique visant à prévoir une prise en charge précoce du bégaiement. Le regard de la société également pèse sur cette couche vulnérable mais à part entière qui souhaite beaucoup plus de considération. On n'est pas considéré de faire parce que le bégaiement c'est un art qui fait rire, mais au-delà de cet art, il y a L'Association pour la prise en charge du bégaiement, qui a célébré ce dimanche la journée mondiale du bégaiement, déclare que le trouble du langage n'est pas une fatalité. Elle envisage de mener un plaidoyer pour une meilleure sensibilisation sur le handicap vocal. Et nous quittons Dakar pour Kolda. Sur place, les populations se réjouissent de la réalisation par le chef de l'État de l'espace numérique ouvert ENO de Kolda, mais ils désirent des mesures d'accompagnement, surtout dans le sens de l'amélioration de l'accès à Internet à Kolda. La connectivité n'est pas des meilleures, Abdoulaye Diallo. L'espace numérique ouvert ENO de Kolda est la première infrastructure entièrement réalisée et inaugurée par le président Macky Sall dans la capitale du Fouladou depuis son accession à la magistrature suprême. Les Koldois s'en réjouissent, mais ils attendent des mesures d'accompagnement de cette infrastructure si l'on sait que l'enseignement à distance repose sur l'Internet. Alors qu'à Kolda, la qualité de cet Internet laisse à désirer. Je pense que tous les citoyens koldois, en particulier le Sénégal en particulier, se félicitent d'avoir ENO dans notre espace. Mais ce qui est déplorable, c'est que c'est préalable qu'il faut régler. Et c'est préalable quoi? C'est l'Internet. Et la qualité de l'Internet reste à désirer partout, mais plus particulièrement à Kolda. Et pour s'en rendre compte, il faut se rendre compte au niveau des institutions bancaires à la fin du mois. Souvent, on va dire que les GAB sont hors service, donc je pense qu'il va falloir régler cette question. Sinon, on aura un bisou qui ne sera pas profitable aux populations, ça ne sera pas profitable aux étudiants, et ce serait vraiment une perte. Nous voyons qu'avec la construction de cet ENO que le chef de l'État nous a offert à Kolda, cela constitue une aubaine, mais malheureusement, le net n'est pas du tout constant à Kolda. Il faut oser le dire et le regretter. En tout cas, il faut dire de manière globale qu'à Kolda, le net, certes, ça existe, mais l'Internet existe à Kolda, mais le débit que les gens souhaitent avoir, vraiment, nous ne l'avons pas, et que cela risque de plomber les enseignements liés à l'ENO. Si nous savons qu'à Kolda, la qualité de l'Internet n'est pas des meilleures. Je crois que s'il voudrait effectivement dispenser de bons cours aux enfants, aux jeunes, et que, comme on l'a dit, que la télémédecine en profite réellement, il faudrait que l'Internet soit des meilleurs. L'accès à l'Internet n'est pas à la portée de qui le veut au Fouladou.
l'accès à l'Internet à Kolda est devenu assez difficile. Ça, il faut le reconnaître. C'est instant. Nous, en ce moment même, dans notre bureau, on est en train de travailler, on est en train de faire la saisie de notre suite à un concours. Mais jusqu'à présent, on a du mal même à faire les saisies. Donc, c'est vraiment difficile. Parce que c'est dommage. L'État doit prendre cela en compte. Parce qu'on ne peut pas payer beaucoup d'argent à la Sonatel et qu'en retour, les usagers ne puissent pas en bénéficier. Et l'Internet est beaucoup plus cher au Sénégal que dans certains pays. Et ce n'est pas normal. Les gens se payent beaucoup et l'accès, ça pose problème. En étudiant un bon ordinateur, un moyen de transport des étudiants, leur prise en charge médicale et le dépannage de leurs machines tombées en panne, ces aspects sont parmi les doléances des étudiants de l'IVES de Kolda. Et retour à Dakar pour parler toujours du même sujet, le e-learning, cette méthode d'apprentissage qui s'impose désormais pour prendre en charge les besoins croissants d'éducation et de formation de qualité. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'enseignement à distance a de nombreux adeptes. Les étudiants se sont appropriés cette nouvelle méthode d'apprentissage. Toutefois, il ne manque pas de souligner les difficultés rencontrées au quotidien. Maïmouna Ndiaye. La formation à distance, cet étudiant en Master 2 connaît bien. Une plateforme qui s'inscrit dans l'ère du numérique. En restant chez soi et travailler, je pense que c'est une opportunité parce qu'au-delà de la mobilité que certains peuvent rencontrer, ont des problèmes de mobilité. Donc c'est tout à fait normal quand vous restez chez vous et que vous travaillez, ça c'est une possibilité. C'est comme si on cherchait à un certain moment d'élargir le système éducatif parce que rester chez soi et travailler, il n'y a pas, je crois bien, si on a d'autres handicaps, il n'y a pas plus noble que le faire. Tout comme Ibrahima, ces apprenants apprécient et expliquent. Contrairement à moi, il ne se dérange pas quand il fait ses cours. Il reste à la maison et il reçoit ses cours sur sa machine. Et je pense que c'est mieux, quoi. Il n'y a pas que des avantages. Au Sénégal, on voit que la connexion même, elle est, on va dire, mauvaise, voilà, je vais le dire ainsi. Parce que même si tu as une connexion et que tu veux suivre un cours en ligne, c'est absolument difficile. Des fois, la connexion est lente et même, surtout aussi aux étudiants peut-être qui viennent de loin ou bien qui ont des parents en fait, qui n'ont pas les moyens, ils ont des problèmes parce qu'il faudra absolument avoir un smartphone ou bien une machine et tout. Et là, c'est pas accessible à tout le monde aussi. Là, maintenant, il faudrait que l'État puisse les aider à ce que tous ces mots-là en fait, soient résolus. E-learning, formation en ligne ou apprentissage en ligne, plusieurs appellations. Même si les professeurs rencontrés n'ont pas voulu en parler, ces étudiants cernent bien le sujet. Hors de Dakar, Koulibantang, une commune enclavée qui compte de nombreux abris provisoires. Une situation à l'origine d'un départ massif des enseignants de cette zone, mais aussi d'un nombre important d'abandons scolaires constatés. L'inspecteur Moussa Diatta de l'IEF de Goudomp demande un programme spécial de construction des salles de classe. Il l'a dit dans ce reportage signé notre correspondant Bakary Konté. Dans la commune de Koulibantang, on y trouve un nombre important d'abris provisoires, une situation que déplorent les populations et les élus locaux. Il y a des gosses qui ont abandonné parce que les conditions dans lesquelles ils apprennent, c'est très difficile. Les professeurs qui sont là, ils sont très braves, quoi qu'on dise, parce qu'un professeur qui n'a même pas été dans un abri, il passe toute l'année scolaire dans des abris comme ça. Imaginez, au mois de mai, donc la fermeture s'est faite très tôt. La rentrée aussi se fait tardivement, parce que tout le temps, c'est les intempéries. Koulibantang n'a même pas de piste. Pour qu'un enseignant se rende au chef-lieu de département, c'est tout le temps des problèmes. Souvent, les enseignants qui sont là, c'est une fois leurs examens, c'est fini. Hein. Après, ils peuvent rentrer chez eux. À cause du conflit casamancé, le département de Goudomp a perdu beaucoup de projets. L'IEF de Goudomp réclame un programme spécial pour Goudomp. Ça, c'est, comme on dit, le mal qui nous fait le plus souffrir ici dans le département de Goudomp. C'est vrai, c'est lié même à l'histoire du département. Beaucoup de programmes avaient été initiés, mais malheureusement avec ce qui était ici, qui était dans l'environnement, je veux parler de l'insécurité, la plupart de ces programmes ont été donc délocalisés. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons souhaité que l'État fasse un plan Marshall pour Goudomp.
Il y a un départ massif des enseignants dans le Koulibantang. Les conditions d'accès font que les enseignants sont obligés chaque année de prendre départ. Nous enregistrons plus de départs que d'arrivées. Même ces arrivées sont constituées que des nouveaux sortants qui viennent souvent de décembre à février. Également, nous avons, n'est-ce pas, le problème de cantine scolaire. Dans toutes les 14 écoles de la commune de Koulibantang, il n'y a pas de cantine scolaire. Enseignants, élèves, population, élus locaux, tous attendent avec impatience la construction de ces salles de classe pour un enseignement de qualité. Dakar abrite le concours des top modèles en prélude au prochain FIMA qui doit se tenir très prochainement à Dakhla au Maroc. Notre capitale, connue pour être le carrefour africain de la mode, va servir de cadre au concours des jeunes talents. Plus de 42 pays sont déjà mis à contribution. D'importantes réflexions sur le thème de la propriété intellectuelle seront également abordées selon l'initiateur du FIMA, le styliste Alfadi, que je vous propose d'écouter dans ce reportage signé Aïssa Topay. Un concours de top modèles pour lancer le FIMA, Festival international de la mode africaine, édition 2018. Alfadi, comme il sait si bien le faire, continue de promouvoir et la mode et la culture africaine. Cette fois-ci, Dakar, le point de départ. À bras le corps ce grand projet parce que les top modèles mannequins, les couturiers mannequins, l'image de la beauté mannequin, du Sénégal est une vraie image qu'on ne peut pas du tout oublier. Et c'est pour ça qu'on doit absolument terminer par le Sénégal. Au menu, un programme riche et diversifié. Qu'on a fait. Il y aura les concours des grands, plus de 350 créateurs de mode, des jeunes talents, plus de 42 pays ont envoyé leur dossier qui seront à Dakhla. Le concours du meilleur tisserand, le concours du meilleur bijoutier, le concours du meilleur cordonnier. Il y aura un salon qui s'appelle Aské. Ce salon, ça s'appelle échange acheteur-vendeur. C'est la protection intellectuelle. Comment protéger, préserver nos œuvres. Et comme le dit le ministre de la Culture, cette animation culturelle va faire revivre la culture à Dakar. Nous avons été honorés de l'organiser. Il prépare le grand FIMA qui va se passer, la 11e édition qui va se passer à Dakhla au Maroc. Le Sénégal est co-participant en tant qu'invité à ce grand FIMA et Alfadi a choisi de faire un prélude à Dakar où 2 mannequins sénégalais ont été choisis. Je suis très fier de cet événement qui se passe aujourd'hui dans mon pays, dans notre pays qui est le Sénégal. Et tout le monde sait que le Sénégal est le pays de la Teranga. On ne pouvait pas ne pas supporter Alfadi. 20 ans après le désert du Niger, c'est au tour de Dakhla, désert du Maroc, de recevoir le Festival international de la mode africaine. Une fois n'est pas coutume, un seul élément sport avant de boucler cette édition. Du 22 au 26 octobre prochain, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie est à Dakar et c'est pour les besoins de la session annuelle de la commission consultative permanente sur la formation des cadres. Le bilan des activités et les nouvelles directives sont au menu. Compte rendu signé Cheikh Salih Boudjara. La CONFEJES lance les travaux de l'élaboration de son plan quadriennal. Jusqu'au vendredi 26 octobre prochain se tient à Dakar la session annuelle de la commission consultative permanente sur la formation des cadres. Nous souhaitons qu'au cours de cette rencontre, les directeurs d'instituts puissent être informés des différentes conclusions des instances de la francophonie et surtout envisager des contributions pour préparer, que ce soit en matière de jeunesse, en matière de sport, en matière de loisirs, les cadres de jeunesse qui doivent intervenir. Le recyclage ou la formation des cadres dans toutes les disciplines sportives, le Sénégal en fait une priorité. Quasiment dans les 50 disciplines sportives qu'il y a au Sénégal, nous organisons des sessions d'initiateurs, des sessions de premier degré, des sessions de deuxième degré. Et ce sont ces encadreurs-là qui vont aider à la promotion de l'activité sportive. La CONFEJES compte aussi apporter sa contribution pour les prochaines séances olympiques. Le Maroc qui va être présent dans un exil de la CONFEJES et le Maroc qui va abriter les Jeux africains. Nous avons les Jeux de 2021,
Le Canada Nouveau-Brunswick, qui est un pays membre, les Jeux de la francophonie, nous pensons que nous avons un rôle à jouer. Nous avons les Jeux de 2022 au Sénégal. Là aussi, nos acteurs ont des rôles à jouer pour la préparation des athlètes francophones, mais nous abordons aussi les questions de jeunesse, parce que actuellement les questions de migration, les questions d'intégrisme, les questions d'insertion, d'entrepreneuriat constituent des préoccupations des pays. Durant 5 jours, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie va faire le bilan de l'année écoulée et prendre de nouvelles mesures. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, de tout en images à 0 heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée.